expérience, de pouvoir partager ta connaissance dans le domaine et aussi de pouvoir présenter Mina, qui est la plateforme, une des plateformes d'investissement. Tu vas mieux expliquer Mina et tout ce que tout ce que tu attends des gens en fait en matière de critères et tout et tout. Je pense que tu vas mieux expliquer que moi. Moi, je ne connais Ouais, pas tout à grand-chose. fait. Ouais, tout à fait. Donc, en tout cas, merci quand même d'avoir accepté. Alors, ça, c'est la première rencontre. J'ose croire qu'on en aura d'autres encore, histoire de parler, d'évangéliser et de tout. En faisant, comme je disais au départ, en préparant le thème, il y a un truc qui m'est venu, tu vas voir ce que j'ai mis devant là. On voit comment est-ce que l'investissement se fait. Il y en a, hein, j'ai beaucoup de ces rapports-là, que ce soit au niveau de l'IA, l'investissement dans les secteurs, dans les pays. Mhm. Voilà. Ça, c'est le rapport 2024. Il y a Ouais. un qui est de 2025, semestre 2, donc Q2, donc c'est sorti en juillet. Donc juillet 2025, il y a un autre rapport. C'est écrasant. On ne voit même pas le pays africain une évidence, hein. C'est pas que c'est criminel, mais c'est juste une évidence. Au même moment, on s'est rendu compte que depuis le début de cette année, il y avait eu, je pense, PWC qui a quitté le Togo, l'Afrique, je pense que c'est le nom. Il y a aussi beaucoup de fonds aussi qui ont quitté. Il y a des gens qui ont commenté disant que il paraît qu'il y a des structures d'investissement en Afrique qui sont assez solides, qui peut prendre la main. Bon, je peux dire que Mina en fait partie, si j'ose le croire. Mais la question demeure toujours, une question demeure. À qui on donne de l'argent? À quelle étape est-ce qu'on donne de l'argent? Qu'est-ce qu'on attend lorsqu'on donne de l'argent? Peut-être que le fait donner, ce n'est pas ça, mais tu vas me corriger parce que bon, tu vas me corriger sur le thème donner. Tu vois, c'est ça, ce sont des trucs comme ça que les gens doivent savoir. Si j'ai un projet, je viens te voir, je viens te dire, Mina, j'ai un projet. Mon projet coûte 500 000. Donc, tu vas sortir, tu vas aller dans la boutique, tu m'enlèves 500 000 et puis baf, quoi. Je dis au revoir et on se voit l'année prochaine. Bon, voilà. Il faut ça. Il faut que les gens puissent savoir aussi ça. C'est aussi important. Il faut aussi que s'il y a une possibilité de Ok. faire comprendre aux Ouais. gens la rigueur des fonds et la rigueur des attentes. Voilà. C'est plus ou moins ça. Donc, je te laisserai, il y a pas, c'est pas linéaire, mais je te laisserai aller dans tous les sens, histoire de, ça c'est ça, c'est la version 1. Donc, on peut aller dans tous les sens, histoire de nous donner les éléments élémentaires. Et après, on verra pour la suite. Merci une fois encore d'avoir accepté de participer à cette rencontre. Merci bien. Yes, totalement. Bah écoute, merci à toi, Abdou, pour l'invitation. Bah, je vais partager mon écran pour commencer, si tu veux bien. Ok, nickel. Ok, j'espère que vous me voyez bien. Yes, c'est bon. Euh, Parfait. Bah ouais, du coup, encore une fois, te remercier pour cette invitation. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Je vais commencer par me présenter et présenter Mina, que j'ai lancé, société d'investissement que j'ai lancé, où je suis donc le fondateur et CEO. Et ensuite, je rentrerai un peu plus dans le dur de notre thème, qui est le financement de l'écosystème VC. VC pour Venture Capital, on y reviendra un peu après pour la définition, et en faisant un peu un focus sur comment fonctionnent les fonds d'investissement et ce qui intéresse en l'occurrence plusieurs de nos auditeurs, comment financer sa startup. Je commence vraiment par du général, de quoi on parle, euh, et ensuite on ira plus dans le détail sur comment on finance les startups. Je vais commencer par me présenter rapidement. My bad, je l'ai laissé en anglais. Je dis que je l'ai laissé en anglais, je dis my bad en même temps, terrible. Mais de toute façon, je mettrai le voice-over quand je vais en parler à l'oral. Donc, je suis Julien Lalpé, comme je vous le disais à l'instant, CEO et fondateur de Mina, qui est une plateforme d'investissement qui facilite tout l'investissement en Afrique de l'Ouest. J'ai fait toute ma formation dans des écoles de commerce et d'ingénieur. Donc, je suis diplômé d'une école de business en double master, bank et international finance.
à TBS, Toulouse Business School. Et pendant mon école, je suis également passé à 42, qui est une école de développeurs. Donc, j'ai appris à développer sur du C. C'est un langage très bas niveau pour ceux qui connaissent. Et, euh, j'ai été full stack développeur pendant quelques années. Donc, j'aime bien tous les aspects qui sont techniques. Et ensuite, j'ai commencé dans un Exchange Trade Fund. Donc, vous avez des ETF crypto sur les crypto assets pendant un certain temps. Et ensuite, j'ai fait de la bande d'affaires, de merger and acquisition, du M&A. Donc, l'idée, c'était soit de vendre des sociétés, acheter des sociétés, ou bien d'organiser des levées de fonds pour des sociétés, uniquement des startups. Donc voilà, j'ai fait ça pendant un certain temps également. Et ensuite, je suis parti à BPI France, que généralement tout le monde connaît. En tout cas, c'est le bras armé de l'investissement de l'État français. C'est un peu le fonds souverain de l'État français. Et là-bas, j'étais investisseur en fonds de fonds. Donc mon job, c'était d'investir dans les fonds d'investissement. Donc je sélectionnais les bons fonds d'investissement dans lesquels investir, avec une spécialité en blockchain et finance décentralisée. Donc j'ai fait notamment l'école polytechnique en programme exécutif pour m'améliorer sur cet aspect-là, donc de la compréhension de la blockchain et de la finance décentralisée. Et tout au long de ces 3 dernières années à BPI France, j'ai investi un peu plus de 250 millions d'euros dans plusieurs fonds. Donc c'est beaucoup, parce que 250 millions, c'est plus que la taille traditionnelle du fonds VC. Donc je profite d'une vraie expérience quand il s'agit de l'écosystème des fonds d'investissement, de comment ils fonctionnent, de comment bien les choisir, et donc indirectement de savoir comment bien les séduire. Donc j'étais un investisseur institutionnel et, désormais je suis entrepreneur. C'est un peu le grand écart. Et je suis entrepreneur avec ce projet qui est le projet Mina. Mina, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, désolé, je l'ai mis en anglais. Globalement, notre enjeu, c'est de faciliter l'investissement collectif dans des opportunités qui sont soutenables et qui ont un fort potentiel de croissance. Je vais détailler un peu les 3 termes. Qu'est-ce que ça veut dire soutenable? Pardon, qu'est-ce que ça veut dire collective investment et investir en commun? En fait, on a créé une plateforme d'investissement qui permet d'investir via des stratégies d'investissement. Et donc, en fait, on sélectionne une stratégie dans laquelle il y a plusieurs projets. Et donc, en tant qu'utilisateur, en fait, on a un des gros sujets en tant qu'investisseur, c'est toujours de sélectionner le bon projet. Où est-ce que je vais mettre mon argent pour que je ne perde pas l'argent et au contraire pour que j'ai une plus-value? Eh bien, pour faire ça, généralement, il faut se reposer sur des professionnels de l'investissement qui vont faire des analyses que nous n'avons pas le temps de faire. Et quoi de mieux que de le faire en commun? Donc c'est exactement ce qu'on propose en le faisant via notre plateforme. Deuxième point important, c'est que tous les projets qui constituent une stratégie d'investissement ont été sélectionnés avec soin pour assurer 2 choses. 1, de la rentabilité financière, et 2, un impact positif sur l'environnement dans lequel ils s'insèrent. Et donc ça rentre dans l'optique d'être un professionnel et de sélectionner le bon projet. Si je suis seul et que je veux investir à un endroit, je vais difficilement pouvoir avoir le temps de voir tous les projets et de sélectionner celui qui correspond parfaitement à mes attentes. En l'occurrence, nous, on le fait pour vous via notre plateforme où on sélectionne les projets qui font sens et on les met dans une stratégie. Donc, ça vous permet d'assurer, encore une fois, ce sustainable development que j'écris là, et donc ce développement. Dernier point, le high growth potential. On cible les zones qui sont en pleine croissance, qui sont en plein développement, et l'Afrique de l'Ouest est une de ces régions. C'est littéralement le foyer de la croissance mondiale pour les prochaines années. Là, sur l'année dernière, sur les top 10 des pays qui avaient la plus forte croissance économique, il y en avait 7 de tête qui étaient en Afrique de l'Ouest même, il me semble. Je me trompe, il y avait 7 Africains et il y avait une majorité de pays dans l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une zone à fort potentiel.
il faut la soutenir. Et en fait, le vrai sujet, c'est qu'on manque de financement, notamment en Tolo, mais le Tolo n'est pas un cas isolé. On manque de financement, et c'est justement ce manque de financement qui fait que on a du high growth potential. Peu de gens savent adresser le marché, et si on sait l'adresser, eh bien en fait, des opportunités sont aussi présentes. Donc nous, on est conscient de ça, on est deux, Hervé Jalpé et moi-même, Julien Jalpé, deux cofondateurs et deux frères. On est conscient de ça, et nous, c'est ce qu'on veut adresser. On veut d'une part l'adresser nous, mais permettre aux autres d'adresser le marché de manière plus facile. Donc c'est ce qu'on fait avec Mina. Je vais pas rester beaucoup plus longtemps sur la société. Je pense qu'il y a juste, je vais finir sur une chose. Si vous êtes intéressé parce que vous voulez vous-même investir, ou bien parce que vous pensez que vous avez un projet qui pourrait faire sens et qui pourrait chercher des financements, n'hésitez pas à vous connecter sur la plateforme mina.io, http://mina.io. On se fera un plaisir de vous répondre, d'analyser votre projet. On y reviendra un petit peu plus tard sur la manière dont on sélectionne les projets. Et en fait, je ferai le parallèle avec la société, mais de mon expérience et de l'expérience de mon co-founder en société d'investissement, on analyse, hein, on a des grilles d'analyse, des matrices d'analyse pour vérifier si on est en mesure de financer les projets ou non. Et en fonction de ça, on vous fera un retour. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est pas à proprement parler l'objet du webinar, mais j'y ferai référence un peu tout au long de la formation. Petit point, et ça, je pense que c'est important. Maintenant, je suis un start-upper. Donc, littéralement, hein, je suis plus investisseur, enfin, je suis investisseur, mais cette fois à la tête de ma société. J'ai les hauts et les bas de l'entrepreneur. Donc, tout ce que je vais vous dire après, c'est pas juste un point de vue d'investisseur institutionnel qui envoie. Tu vois, j'ai commencé en disant que j'avais investi un peu plus de 250 millions d'euros. Eh bien, ok, je les ai investis, mais maintenant, je suis de l'autre côté où moi-même, je cherche les financements. Donc, c'est toujours bien de savoir que, ok, en face de vous, bon, il y a des biais. J'espère qu'en me présentant, vous verrez des biais que j'ai potentiellement. Mais en tout cas, je suis vraiment du côté maintenant des entrepreneurs aussi, et j'essaie de le comprendre. Donc là, j'ai mis ces deux photos. On est en train de remporter quelques prix à la suite de nos pitchs et de notre projet. Mais donc voilà, ça fait partie des moments up de l'aventure d'entrepreneur. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à aller vous balader sur le site de mina.io si vous êtes intéressé. On sera un vrai plaisir d'échanger à ce sujet. Venons-en à nos moutons. L'agenda donc du webinar. D'une part, on va commencer par comprendre de quoi on parle quand on parle de venture capital, de VC. Je pense qu'il y a quand même des bases à remettre, des définitions et des bases à remettre pour pas se tromper, hein, tout simplement, parce que je pense que tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit et c'est important de le savoir. Ensuite, on va un peu regarder comment fonctionne un fonds d'investissement, toutes ces différentes spécificités, pour que vous compreniez, que vous ayez un peu les bases pour lorsque vous vous adressez à des personnes qui sont des fonds ou qui s'y apparentent. Ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail sur comment financer ma startup. Littéralement, hein, je vais vous un peu donner une sorte de playbook à réaliser quand vous voulez lever votre startup. Quand vous voulez financer en equity votre startup. Et enfin, on parlera un peu assez succinctement des enjeux et des perspectives pour l'écosystème de financement et d'investissement en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Togo. Donc voilà. Abdou, n'hésite pas si tu as des questions ou ce type de choses. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Premier point, comprendre le venture capital. Alors, le venture capital s'insère autour d'un plus gros domaine, une plus grande thématique, qui est le capital investissement.
Et donc, avant même de commencer le détail de qu'est-ce qu'est le VC, qu'est-ce qu'est le private equity ou autre, je voudrais préciser une chose, et je ne l'ai pas mis dans la slide, mais le venture capital n'est pas de la dette. C'est-à-dire que quand vous allez chercher du financement, c'est tout à fait différent d'aller chercher du financement bancaire, donc aller voir une banque et de demander de prêter de l'argent, avec l'éventualité d'aller voir un fonds d'investissement pour que là, il ne vous prête pas l'argent, donc il ne vous donne pas l'argent, pour faire référence à ce que tu disais tout à l'heure, Abdou. Il ne donne pas l'argent, en fait, il ne fait que investir dans votre société. Donc, quand on fait de la dette, on rembourse tous les mois ou tous les ans, ou en fonction de ce qu'on a prévu. Quand il y a un investisseur qui investit chez vous, il fait un pari. C'est-à-dire qu'il met de l'argent dans votre société en contrepartie de quelques pourcentages de votre société. Et ensuite, son objectif, c'est de faire grandir la société, puis de revendre ses parts. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est pas le même fonctionnement qu'une banque. Une banque, elle donne l'argent et ensuite, dans tous les cas, elle va attendre et que vous remboursiez automatiquement. Dans le capital investissement, on investit, on prend des parts de la société et ensuite, l'objectif, c'est de revendre ces parts. Et donc, il faut que la société soit très attrayante, très sexy et qu'elle puisse se vendre sur le marché. Et qu'il y ait un marché. Parce que si vous achetez les parts d'une société mais que personne n'en veut, même si elle fonctionne très bien, eh bien vous n'aurez pas de plus-value sur l'investissement que vous avez fait. Donc voilà, ça, c'est une première distinction que je voulais vraiment faire. C'est important de la faire. Ensuite, quand on parle de venture capital, de quoi on parle? Il faut distinguer le venture capital avec toutes les autres étapes, tous les autres stages du capital investissement. Donc, vous le voyez là, il y a le venture capital, c'est celui du début, c'est celui de l'amorçage. Quand la société se lance, elle a besoin de capitaux au tout début et le venture capital est là pour ça. Donc, ça regroupe un peu toute cette première partie de début. Ensuite, on a toujours du VC, mais plus en late stage. On verra, il y a plusieurs séries, et d'ailleurs, ce sera le second point. Et donc là, on est toujours sur du venture capital, mais sur des sociétés qui sont bien plus avancées, qui ont déjà un business model assez éprouvé, qui taclent le marché. Ensuite, on passe par du growth et du private equity. Là, on est sur des sociétés qui sont bien plus matures, qui ont déjà atteint une taille plus que nationale, généralement, et qui ont un enjeu plus régional. Là, dans le private equity, on a des fonds qui sont alors des opportunités qui sont dérisquées, et on n'est plus dans le monde de la startup. On n'est plus dans le monde de la startup. Donc, c'est des gros fonds et des montants qui sont plus conséquents. Ensuite, on rentre dans le buyout. Il y a la notion de LBO, par exemple, leverage buyout, où il y a des sociétés, notamment de private equity, qui vont s'endetter pour racheter des sociétés et faire tout un modèle d'optimisation opérationnelle de la société pour qu'ensuite ils puissent la revendre. Là, on est sur des modèles à plusieurs dizaines, plusieurs centaines même de millions d'euros ou de dollars. Ça peut dépasser le milliard même. Et donc là, voilà, on a tout ce qui est le principe de mid-cap, small cap, mid-cap, large cap, donc large capitalisation. Et donc, on a à chaque fois des entités qui sont spécialisées pour chaque chose. Et ensuite, de l'autre côté, on a toutes les entreprises un peu de retournement qui, elles, sont spécialisées quand les sociétés vont mal et qu'elles ont déjà une certaine taille. Donc, mon point de vous détailler tout ça, c'est de dire attention à de quelle étape on parle. Parce qu'on ne va pas parler de la même manière à quelqu'un en VC qu'à quelqu'un en private equity. Ce n'est pas les mêmes codes, ce n'est pas les mêmes fonctionnements, ce n'est pas la même manière de travailler. Et donc, si on veut être performant quand on s'adresse à notre interlocuteur qui va potentiellement nous financer, il faut savoir comment s'adresser à lui en fonction de qui il est. Donc, nous, on est en train de parler de venture capital. Donc, déjà, c'est une première sélection dans l'environnement du capital investissement. OK. Maintenant, de quel stage partons? De quelle étape parle-t-on? Donc, dans le venture capital que je vous ai montré, dedans, il y a plusieurs étapes, encore une fois. Le pré-seed, le seed, et ensuite série A, B, C, D en fonction de l'étape de croissance. Le pré-seed, c'est le tout début. C'est le moment où le projet n'est pas encore
initié, on est sur du MVP, au tout début du MVP, Minimum Viable Product, où là, on a besoin d'identifier le problème, d'affiner le problème, de créer une solution qui résout vraiment le problème que nous avons identifié, et on commence à développer le produit. C'est le tout début. Avant le pre-seed, généralement, on parle de FFF, Family, Friends and Fools. Donc ça, c'est les personnes proches de vous qui vous financent et qui disent, bon ben voilà, je crois en toi, je pense qu'il y a quelque chose. Tiens, je te passe 100 000, je te passe 50 000, et puis tu vas essayer de faire le projet que tu veux. Ensuite, il y a les premières personnes un peu plus institutionnelles, corporate. Donc ça, c'est des personnes qui sont dans le pre-seed, qui vous aident. Une fois que c'est passé ce pre-seed, une fois que vous avez un premier produit et que vous pouvez aller sur le marché, le FFF, c'est en effet le love money. C'est en effet le love money. Une fois que vous avez passé cette première étape de MVP, on rentre dans l'étape du seed, où on est plutôt sur du go-to-market. C'est-à-dire que vous avez un produit, vous commencez à être sur le marché, mais vous ne savez pas comment bien l'adresser. Et donc là, c'est du seed. Vous avez souvent besoin de capitaux pour faire face un peu à la concurrence du tout début. Et ajuster ce product market fit. Une fois que c'est fait, vous arrivez aux séries A, série B, série C, où là, c'est encore un autre niveau, où là, vous avez déjà votre product market fit, et là, vous allez plutôt vous confronter vraiment au marché. C'est-à-dire que vous êtes sur le marché, et l'enjeu, c'est de pouvoir grandir dans ce marché. Vous pouvez imaginer, par exemple, un marché togolais, où vous êtes dans le marché, votre produit fonctionne, ok, très bien, mais ensuite vous vous rendez compte que pour atteindre par exemple une marge qui est rentable, vous allez nécessairement devoir agrandir votre marché. Donc aller pénétrer d'autres marchés, peut-être au Bénin, peut-être au Ghana, peut-être même plus loin pour différentes raisons. Et là, là, vous aurez un enjeu qui est différent, et en termes de montant aussi de financement, ce sera différent. Donc à chaque étape, en fait, il y a des besoins qui sont différents, et puisqu'il y a des besoins qui sont différents, les VC vont regarder des choses qui sont très différentes dans votre projet. On y reviendra un peu plus tard tout à l'heure, mais sur le pre-seed, ils ne vont pas du tout regarder votre capacité à faire du go-to-market ou votre business model. Donc, passer des heures et des heures et des heures sur le business model quand vous êtes en pre-seed, j'ai pas envie de dire que ça sert à rien, mais c'est pas le plus efficient. Quand vous êtes en pre-seed, il y a deux choses, pour dire les choses crûment, hein. En pre-seed, il y a deux choses que les fonds vont regarder. Un, l'équipe, parce que tout va changer, mais l'équipe va rester. Donc, peut-être le business model, vous allez faire des pivots, donc vous allez changer de business model, peut-être que le marché va changer, peut-être que le produit va changer, peut-être qu'il y aura plein d'événements qui vont changer. En revanche, l'équipe, en théorie, elle restera la même, l'équipe fondatrice. Donc, c'est l'équipe, avoir la bonne personne avec le bon business model, avec le bon secteur, cible. Ça, c'est vraiment la chose vraiment la plus importante. Et deux, et ça va être pair d'ailleurs, c'est est-ce que vous avez un avantage comparatif, un unfair advantage sur les autres, parce que vous êtes vous, ou bien parce que vous avez mieux identifié le problème que les autres. Ça, c'est la clé. C'est la clé au début, et c'est pas autre chose, pour être honnête. Ça dépendra un peu de chaque personne, mais voilà. On y reviendra un petit peu après, mais c'est important un peu de remettre les bases sur cette partie-là. Bon, une fois qu'on a ça en tête, supposons que vous avez fait le travail, c'est-à-dire que vous savez, ok, c'est du venture capital, vous savez de quelle venture il faut adresser. Vous savez quelle étape il faut, vous êtes sur l'étape précise, vous êtes sur les étapes cibles, enfin bref, vous savez exactement. Ok, mais une fois que ça est fait, il faut que vous soyez conscient d'une autre chose. C'est que même si un fonds d'investissement est prêt, est dans le bon secteur, il pourrait ne pas investir. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait ne pas être dans une période d'investissement. Donc c'est important de connaître l'organisation d'un fonds et comment, en fait, son cycle d'investissement. Donc, quand on parle d'un fonds d'investissement, c'est souvent des structures qui lèvent elles-mêmes des fonds et qui ensuite vont vivre pendant une dizaine d'années. Pendant cette dizaine d'années, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont d'une part construire un portefeuille. Ok, excusez-moi. Donc, pardon, excusez-moi, je disais que dans l'organisation d'un fonds, lors de son déploiement, il va notamment passer par une période de construction de portefeuille. C'est la première période que vous voyez ici. Et c'est la période où ils vont dépenser de l'argent et notamment engager des frais
dans leur société de gestion. C'est pour ça que là, on voit le taux de rendement interne de la société de gestion qui descend. Il passe en dessous de zéro. Parce qu'en gros, ils ne génèrent pas d'argent. Pendant les 2-3 premières années, ils investissent, ils perdent de l'argent en fait, ils n'ont rien généré. Donc ça, ils descendent. Ensuite, au bout de la 2-3e année, comme je vous l'ai dit au début, leur objectif, c'est d'acheter et ensuite de revendre. Donc, les tout premiers investissements qu'ils ont fait au début, au bout de 3 ans, ils vont commencer à les vendre. Et donc, du coup, ils vont commencer à se faire un peu d'argent. Et donc là, c'est le moment où la courbe, c'est le point d'inflexion de la courbe. Donc là, ils commencent à remonter. Et en fait, à partir de la première vente, ça ne va que s'accélérer. On va revendre globalement toutes les positions que l'on a. Mais ce que je voulais vous dire et qui est hyper important, c'est qu'en fait, la construction du portefeuille, elle dure que 3-4 ans. Une fois que le portefeuille est créé, une fois qu'ils ont leur liste de fonds, de sociétés dans lesquelles ils voulaient investir, ils ne vont plus investir. Donc, si vous allez voir une société de gestion, un fonds d'investissement ou un club deal qui a fini sa période d'investissement et qui est dans sa 6e année, par exemple, ou 7e année, en fait, pareil, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie. Donc, ça aussi, c'est un point important pour la compréhension du VC. Il faut, pour un peu résumer les 3 points, c'est bien s'assurer que les personnes à qui vous parlez sont dans l'étape dans laquelle vous êtes. 2, vérifier que une fois qu'ils sont dans la bonne étape ou dans le bon, vous adressez à la bonne personne, qu'ils soient bien dans le bon stage, encore une fois dans la sous-étape, on va dire, et notamment dans le bon secteur, également. On y reviendra aussi tout à l'heure. Et enfin, vérifier que c'est le bon timing pour eux. Même si c'est potentiellement les bonnes personnes, il faut vérifier que pour eux, c'est le bon timing. Donc, ne pas être dans leur période de retour sur investissement où ils sont en train de désinvestir. Donc voilà, ça, c'est des vérifications qu'il faut absolument faire avant parce que, encore une fois, lever des fonds, c'est dur. Il faut le dire, c'est dur. Et donc, il faut cibler ses efforts. Il y a des efforts qui valent le coup et il faut minimiser au maximum les efforts qui sont inutiles. Et donc, il faut bien cibler les personnes que l'on veut adresser. Deuxième point, le fonctionnement d'un fonds de VC. Là, on va rentrer un peu dans le détail de la vie d'un fonds de VC et comment ça se passe pour lui. Supposons que je sois un gestionnaire d'un fonds d'investissement et que mon job soit d'investir dans des startups. Comment ça va se passer? D'une part, je vais faire une structuration. Structuration où je vais décider dans quoi je vais investir. Quel ticket je vais mettre? Est-ce que je vais mettre des tickets de 100 000 ou bien je vais mettre des tickets de 1 million? Et surtout, un peu comme le fait une startup, pourquoi moi je serais meilleur dans cet investissement que les autres? Ça, c'est un point qui est aussi hyper important. Quand on va avoir des personnes qui ont de l'argent, bah, en fait, ils n'ont pas de l'argent out of the blue, sorti de nulle part, et à investir out of the blue aussi. Ils vont investir uniquement dans les domaines où ils ont une expertise. Donc ça aussi, c'est un point important. Parce qu'il y a une structuration et parce que je suis dans un certain domaine, si moi, je suis expert en agro-business et que vous me proposez quelque chose qui est dans l'agro-business, mais très orienté tech, quasiment en mode SaaS, vraiment tech, bah en fait, est-ce que vous vous adressez à la bonne personne? Ça aussi, c'est un point qui est hyper important. Ensuite, après cette structuration, je sais exactement ce dans quoi je veux investir. Je vais devoir, moi aussi, en fait, aller chercher des fonds. Parce que le VC ne détient pas l'argent qu'il investit dans les opportunités des startups. En fait, il va avoir des LP, qui sont des Limited Partners, et qui eux-mêmes investissent dans le fonds, dans le véhicule. Et ils disent, OK, j'envoie un certain montant et je vais attendre. Durant toute la vie du fonds, donc entre 10 et 14 ans, c'est ce qu'on a vu dans la précédente slide, avant d'avoir mon retour sur investissement. Et ça, c'est une grosse période pour les VC eux-mêmes. Ensuite, il y a un premier closing souvent où en fait, pour montrer et pour justifier de notre stratégie d'investissement, je vais faire un premier closing. C'est-à-dire que supposons que je voulais lever 200 millions et faire ma stratégie d'investissement avec 200 millions. Ça va être long de lever les 200 millions. Donc, je vais peut-être arrêter à 50. Je vais faire un premier closing. Et puis ensuite, je vais commencer les premiers investissements tout en continuant de lever mon argent.
pour montrer aux gens voilà, comment ça fonctionne et quelle était ma thèse d'investissement. Donc, en fait, c'est un premier test, on peut appeler ça comme ça. Et ensuite, je l'ai pas mis, il y a donc le closing final, où on finit la période de souscription. Et ensuite, la période d'investissement. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Pendant 3, 4, 5 ans, je vais investir dans des startups. Ensuite, je vais assurer la gestion de ce déploiement. Ça passe par du suivi avec les entrepreneurs que j'ai accompagnés. Ça passe par de l'aide pour potentiellement les exits, donc les sorties. Et ça passe également par de la prospection de nouvelles opportunités d'investissement pendant cette période. Ensuite, une fois qu'on dépasse cette période, on rentre dans une période de désinvestissement où on commence à liquider nos lignes au fur et à mesure. Et ensuite, pour arriver à la liquidation totale du fonds. Deux parties ensuite dans la structuration en tant que telle, et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a peut-être une chose quand même qui est importante, c'est que donc les fonds se rémunèrent avec des management fees, c'est-à-dire qu'ils gèrent un certain montant et eux, ils prennent un pourcentage sur ce montant qui est géré, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent, et avec du carried interest. C'est sur ça que je voudrais insister. Le carried interest, qu'est-ce que c'est En fait, vous avez des rentabilités cibles des fonds d'investissement. Donc, en VC, notamment, souvent, c'est environ 8 à 10%. C'est-à-dire que lorsqu'il va chercher, moi, supposons que je sois en fonds d'investissement, et lorsque je vais chercher de l'argent, je vais dire à des personnes, écoutez, si vous mettez de l'argent chez moi, je pense que je vais atteindre une performance de, par exemple, un TRI d'environ 8 à 10%. Je pense que c'est ce que je vais attendre. Et vous devriez mettre de l'argent dans mon fonds parce que c'est ce que je vais attendre. D'accord. Et donc, en fait, le carried interest, il s'agit de dire qu'au-delà d'un certain seuil de performance, en l'occurrence, c'est souvent 8%, au-delà d'un certain seuil de performance, eh bien, la surperformance ne va pas 100% aller à vous. Vous qui m'avez donné de l'argent. Donc, supposons que je n'ai pas fait une performance de 8, mais j'ai fait une performance de 12, eh bien, entre 8 et 12, il y a 4%. Okay. Et bien sûr, ces 4%, moi, je vais me rémunérer à hauteur de 20%. Donc, si on appelle du carried interest, en fait, je suis rémunéré, si je surperforme, je suis rémunéré en prenant une petite partie de cette surperformance. Et c'est là que c'est hyper intéressant parce que si je fais une très grosse performance, eh bien 20% de cette très grosse performance, ça peut être suffisant pour m'enrichir très fortement. Et c'est comme ça que les VC, les investisseurs deviennent très riches grâce avec un ou deux ou trois investissements phares qu'ils ont réussi. Bon, ensuite, il y a d'autres termes. Le LPA, Limited Partner Agreement, c'est le règlement du fonds. Bon, tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'objectif, c'est pas de rentrer trop dans le détail du fonctionnement du fonds d'investissement. Enfin, je pense qu'en face de moi, j'aurais plus des startups que des fonds d'investissement, donc c'est pas de toute façon l'enjeu. Mais en revanche, là, sur les modèles de performance, je pense que ça, c'est très, très, très utile que vous l'ayez en tête. Quand je suis une société de gestion, donc je suis un investisseur, j'investis en VC, en venture capital, pour rappel, c'est-à-dire sur l'étape la plus early, la plus tôt de la vie de l'entreprise, eh bien, je sais que le risque est très, 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 très grand. C'est-à-dire que au moins 50% des personnes à laquelle je vais investir ne vont même pas retourner l'argent que j'ai envoyé. C'est-à-dire que moi, je donne 50 et j'ai une chance sur deux pour que la personne ne me redonne pas 50. Donc, vous vous rendez compte que le modèle il est difficilement soutenable. Hein. Si je donne de l'argent et que je ne récupère même pas mon argent, c'est compliqué. Et donc, c'est pour ça que on a ces autres pourcentages, généralement. Hein. Donc, on a environ 35% qui sont en return entre 1 et 2. C'est-à-dire que la moitié de mon argent, je l'ai donné à des personnes, ils ne me le rendent même pas. Et l'autre partie, ils me le rendent, mais pas beaucoup plus. Et donc, en fait, on se rend compte que toute la performance, elle est faite par une minorité. Ça, c'est hyper important de le garder en tête. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui va investir chez vous, lui, il se dit, il y a une chance sur deux pour qu'il meure. En revanche, si c'est la personne qui survit, si c'est la personne qui réussit, il faut qu'elle couvre tous mes frais des autres. Et donc ça, c'est clé. Ça, c'est vraiment clé et c'est un des points importants qu'il faut garder en tête quand vous vous adressez à un investisseur.
il faut lui vendre du rêve. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se dise que si le projet réussit, il va réussir à faire x3, mais en fait, c'est pas x3, c'est plutôt x10, voire x100. YC, Y Combinator, donc le plus gros accélérateur du monde, ils n'investissent pas chez vous s'ils ne sont pas persuadés que vous ne pouvez pas faire x100. Donc et ça s'appelle être un fund returner, c'est-à-dire que tu représentes une ligne qui va rembourser en fait tout le fonds. Et en effet, il suffit que j'ai investi que 10% du fonds dans une société. Si cette société-là fait x10, x15, elle a remboursé tout le fonds. Et donc là, je peux me permettre d'avoir toutes ces erreurs de moins de 1% ici, moins de une fois ici. Donc ça, c'est encore une fois hyper important dans le discours que vous aurez. Être modeste et se dire, ah bon, bah moi, mon objectif, c'est de faire une croissance de 50-60%, et puis à la fin, je vais arriver à un chiffre d'affaires qui va stagner à ce niveau-là. Bah, en fait, ok, c'est très bien. Mais dans ce cas-là, le VC ne sera pas fait pour vous. En tout cas, ils ne seront pas attirés par votre profil. Donc, il faut, si vous voulez être dans cette veine-là de VC, il faut être agressif dans la croissance. Après, il y a d'autres solutions, hein. Il y a la dette, il y a d'autres solutions aussi si votre business model n'est pas agressif. Mais ça, c'est un point hyper important. C'est un point hyper important. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, autre point, et là, on rentre un peu dans le cœur du sujet de la startup. Comment je suis une startup, comment je finance ma startup. Il y a 2 étapes clés selon moi où il faut vraiment se poser des questions. C'est mon projet est-il prêt? Est-ce que je suis prêt? Franchement, aller partir en levée de fonds, c'est partir à la guerre. Il faut mettre ses peintures de guerre et avoir beaucoup de résilience et vraiment partir en guerre. Avant de partir en guerre, on s'assure qu'on est prêt. Comment on s'assure qu'on est prêt dans la levée de fonds? D'une part, on a nos armes, et nos armes, c'est quoi? C'est notre pitch deck et le storytelling. Le pitch deck, donc c'est un pitch, hein, c'est des slides, hein, une quinzaine de slides. Bon, l'idée, c'est pas de préciser en détail ce qu'il faut mettre dans le pitch deck, mais d'une part, la vision, une analyse de marché. Très important, l'équipe, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous êtes early, l'équipe, c'est tout ce qui compte. Franchement, c'est tout ce qui compte. Donc, c'est qui vous êtes, pourquoi vous êtes la bonne personne, pourquoi c'est le bon timing. Vous êtes la clé de voûte du projet. Donc, c'est ça le plus important. Donc, le marché, évidemment, ce que je disais, le produit, l'attraction. Si vous avez déjà un produit, montrez l'attraction, montrez qu'il y a des gens qui sont intéressés. S'il n'y a pas encore de produit, c'est pas grave. Une waitlist, une liste d'attente, des personnes qui montrent qu'ils sont intéressés par votre produit et que le problème que vous avez identifié, c'est un vrai problème. C'est pas juste un problème que vous avez dans la tête et que vous aviez supposé. Non. Donc voilà, ça c'est le pitch deck. Il faut qu'il soit bien rodé. Avec le pitch deck, c'est pas suffisant d'avoir un pitch deck qui est solide. Il faut avoir un storytelling qui est nickel. Storytelling, c'est-à-dire que vous racontez une histoire, en fait. Vous les emportez avec vous dans un projet, dans un mouvement, dans une aventure qui est une évidence. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise, en fait, cette société, elle doit arriver. C'est pas possible qu'elle n'existe pas. Et ça, faut être convaincant, faut être soi-même convaincu et il faut le travailler. C'est pas quelque chose qui s'improvise comme ça. Il faut le travailler, donc s'entraîner à faire le pitch deck, des dizaines de fois, des centaines de fois, en fait, pour que ça devienne vraiment une seconde nature. Pour que ensuite, en cas de stress, et peu importe la personne en face de vous, vous soyez en mesure de bien le restituer. Ça, c'est primordial. Encore une fois, on ne prend pas la guerre si on n'est pas préparé. Deuxièmement, data room et due diligence. Il faut que vous soyez prêt également sur ce point-là, c'est-à-dire une data room, c'est un endroit où vous allez stocker toutes les informations pour que l'investisseur il ait tout au même endroit. Donc, où est-ce que vous avez la registration, donc où est-ce que vous êtes enregistré, qui vous accompagne et la liste et des noms de contacts, peut-être votre biographie avec celle de vos associés. Bref, tous les documents qui peuvent être intéressants et vous les mettez tous au même endroit. Ça peut être une page Notion, ça peut être un site, ça peut être juste un mail que vous avez de prêt et que vous envoyez directement dès qu'il y a quelqu'un qu'il faut. Enfin bref, il faut que ce soit hyper prêt. Et ça, c'est un premier signe de professionnalisme qui pourrait vous faire passer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, toujours un beau signe de professionnalisme, c'est les term sheets et les négociations. Il faut être prêt pour savoir qu'est-ce que vous pouvez attendre. Qu'est-ce que vous attendez? Si demain, j'arrive et je vous dis, OK, je te rachète 80% de ta société pour 1 million. Est-ce que vous dites oui?
Est-ce que vous êtes prêt à lâcher 80% de votre société, donc ça veut dire la gouvernance et donc du coup la décision de votre société? C'est une question ouverte, hein. C'est peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, il faut que vous soyez bien au clair sur le montant de dilution, donc le pourcentage que vous êtes prêt à donner, que vous êtes prêt à lâcher. Indirectement, en fait, ça fait écho à tous les sujets de valorisation, mais on ne va pas rentrer dedans parce que on rentrerait dans de la complexité un peu trop importante. Mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire comment vous valorisez votre entreprise. Donc là, après, encore une fois, ça ne sert à rien de rentrer dans les détails de valorisation des différentes techniques, parce qu'il y en a plein de différentes, plein de modèles qui existent, etc. Mais si on est sur du early stage, et je pense que la majorité des personnes qui nous écoutent seront dans cette catégorie-là, l'idée, c'est pas de passer 1000 ans sur les valorisations et de savoir combien exactement je vaux, etc. Non, c'est plus de se dire, OK, moi, je suis à l'aise avec combien de pourcents, avec le fait de lâcher combien de pourcents et de combien j'ai besoin pour que je puisse me lancer à 100%. Et c'est hyper important vraiment de se poser la question parce que très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un investisseur ou quelqu'un qui va être un peu intéressé et et potentiellement, en fait, on en parlait tout à l'heure, si vous avez un CDI, c'est-à-dire que là, pour l'instant, vous avez, par exemple, vous êtes à 100% sur votre travail ou bien vous en avez un à moitié à côté, OK. Mais si demain, vous avez une opportunité et quelqu'un vous propose de travailler pour lui, avec un salaire qui est décent et qui semble bien, est-ce que vous allez lâcher votre entreprise pour faire ce travail? Et la vraie question, c'est à quel montant vous direz non, en fait, dans tous les cas, je fais mon entreprise. Que ça réussisse, que ça réussisse pas, en fait, moi, je sais qu'à partir de ça, moi, je me dédie à cette entreprise. Hop, petite question. Si on a tué un MVP au début, il faudrait être prêt à 100%. Ah, mais si vous avez un MVP, donc un minimum viable product, c'est-à-dire que euh, potentiellement, vous avez vos premiers utilisateurs même. Donc, c'est encore plus avancé que ce que je disais avant, où vous avez besoin des waitlists. Là, il faut un début de traction. Donc, avoir, par exemple, des retours utilisateurs. Ça, c'est du pain béni. Des premiers retours utilisateurs qui vous disent, OK, c'est intéressant ce que tu fais. Là, c'est très bien. Avoir les premiers feedbacks, en fait. Ça, c'est clé. Et en fait, vous alimentez tous les éléments qui sont là, pitch deck, data room, term sheet peut-être un peu moins, mais surtout le pitch deck et la storytelling avec ce MVP et surtout les retours utilisateurs. Faut que le potentiel investisseur il se dise en lisant le deck, en fait, ah, mais en fait, c'est déjà quelque chose qui existe. C'est déjà quelque chose qui existe et c'est déjà quelque chose qui a prouvé son utilité. Si c'est pas le cas, hein, si ça n'a pas encore prouvé l'utilité, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a déjà un gros step qui est fait si le MVP est déjà là et qu'il est viable et qu'il est vendable. Et qu'il y ait des personnes qui l'ont acheté surtout. Donc ça, c'est un gros point. Mais en toute honnêteté, hein, des personnes, des entrepreneurs qui sont solides, je peux regarder droit dans les yeux et qui me disent, je suis solide sur mon pitch deck, je suis solide sur ma data room, je suis solide sur mes négociations et mon term sheet, il n'y en a pas beaucoup. Je ne veux pas dire des pourcentages parce que je n'ai pas en tête, mais vous feriez partie vraiment des meilleurs si vous êtes intimement persuadé que sur ces 3 éléments-là, vous êtes déjà solide. Et je pense que, bon, il ne faut pas être trop orgueilleux, hein. Quand vous pensez vous-même que vous êtes solide sur un point, il faut aller le faire challenger par d'autres personnes que vous jugez professionnelles, etc. Mais c'est un vrai travail. Mais une fois que c'est fait, je vous assure que ça va débloquer des portes, et notamment celles dont on va parler juste après. Deuxième grosse catégorie. On part à la guerre, on part en guerre, on va en levée de fonds. OK. Est-ce que mon projet il est prêt? Ça, c'est la première étape. Est-ce que mon équipement il est prêt à affronter l'aventure et l'extérieur? Ça, c'est la première chose. OK. Mais deuxièmement, il faut que je sache si je suis adapté. Si j'ai pris un équipement hyper épais, hyper solide, hyper rigide, mais qu'en fait dehors, on est sur un environnement qui nécessite d'être hyper agile, il fait hyper chaud, et en fait je ne suis pas équipé, bah ok, tu t'es préparé pour la guerre, mais tu t'es mal préparé. Donc pareil, il faut analyser l'environnement où on va. Euh, tout le pitch, toute la data room, toutes les négociations, elles vont être faites en fonction de l'analyse que vous avez faite de dans quel secteur on est, dont on parlait tout à l'heure, et aussi de quel secteur on parle. Ok, je suis dans l'agro-business. Et dans l'agro-business, ils sont particulièrement sensibles à telle chose.
Ok, bon. Du coup, je vais adapter ma pitch deck et je vais peut-être adapter ma term sheet cible. De quel fonds on parle? Et ça, c'est un point important. Moi, je suis il y a encore pas que quelques années, j'étais en école de commerce. Pour dégoter mes premiers stages de fonds d'investissement, en l'occurrence plutôt de banque d'affaires, mais j'ai envoyé environ 150, 200 candidatures. Et je connaissais tout le marché, en l'occurrence parisien, sur le bout des doigts. Donc, je connais les partenaires, je connais les personnes qui recrutent, je connais le secteur d'activité des banques d'affaires. Enfin, je connaissais tout. Franchement, je connaissais tout. J'avais une liste et je les connaissais tous. Parce que je voulais absolument ces premiers emplois. Euh, Là, on parle de levée de fonds, on parle de choses qui pourraient potentiellement changer votre vie. Ok, donc du coup, littéralement, il faut, pareil, tous connaître tous les acteurs de votre région par cœur. C'est-à-dire que vous devez savoir, limite, où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils vont pas en week-end. C'est un peu awkward, c'est un peu creepy ce que je dis, mais non, non, vous devez savoir où est-ce qu'ils font des conférences, où est-ce qu'ils parlent, où est-ce qu'ils ont l'habitude d'aller, sur les réseaux, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont, qui est-ce qu'ils suivent, c'est quoi leur centre d'intérêt. Euh, on part à la guerre, on part à la chasse. Et donc, il faut qu'il y ait une liste, si toutes les fonds qui sont intéressants, vous les listez raisonnablement. Vous n'allez pas cibler les plus gros de San Francisco qui sont intouchables. L'idée, c'est d'avoir une liste d'une cinquantaine, une soixantaine d'acteurs clés de l'écosystème où vous êtes, avoir le maximum d'informations possible, et on est à l'heure de l'IA, hein. ChatGPT, le chat, Gemini, Perplexity, enfin, on a tout. Donc, franchement, c'est une question de volonté aussi. Mais il y a de quoi le faire. Derrière, qui sont mes interlocuteurs plus précisément? Vous avez peut-être le fond. Derrière, c'est qui l'interlocuteur précis? Ok? Essayez de le traquer, choper son mail. Si on n'a pas le mail, il y aura son LinkedIn, on envoie un message. Si ce n'est pas LinkedIn, on va avoir ah, putain, il a fait un article sur Medium. Et ben, on va sur Medium. Et on les classifie. Tier 1, tier 2, tier 3. On commence par les tiers 2 ou 3 pour se chauffer. Et ensuite, quand on sent qu'on est chaud, qu'on est bien rodé, qu'on a déjà eu quelques retours, pouf, on tape les tiers 1. Ok. Ensuite, ça c'est ce que je disais, quels sont les événements proches de chez moi? Il faut vous déplacer, il faut rencontrer les personnes. Avoir tout ça, donc le pitch deck, la data room de prête, etc., c'est bien, c'est très bien. Mais il n'y a rien de mieux que l'humain. L'investissement, c'est un métier humain. C'est un des seuls métiers, je pense. En tout cas, je suis assez certain que l'IA ne va pas remplacer tout de l'investissement. Il y a Revolut notamment qui a commencé en faisant de l'investissement uniquement sur IA. Mais ça reste un truc où on sent les gens. Et notamment early stage, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'équipe avant tout. C'est l'équipe avant tout, franchement, c'est l'équipe avant tout. Tous les fonds de VC ils vont vous le dire. C'est l'équipe qui fait absolument tout. Et donc, c'est un métier humain, il faut rencontrer les personnes. Donc, se déplacer à des événements et serrer des mains, voir les personnes dans les yeux, qu'ils comprennent que vous êtes vraiment motivé, que vous savez où vous allez, c'est décisif aussi. Donc, ça peut vraiment significativement augmenter vos chances de lever. Et enfin, dernière chose qui est hyper intéressante aussi à faire, quels sont les investisseurs de mes concurrents ou les acteurs du même secteur? Ça, si vous pouvez trouver qui sont les personnes qui ont déjà investi dans votre secteur ou dans des concurrents, ça c'est génial. Même si eux ne vont pas investir chez vous, eux, ils seront très contents de vous conseiller sur qui pourrait investir chez vous. Et là, vous avez mis un premier pied dans cet écosystème d'investisseurs. Et ça, c'est hyper important de le faire. Parfois, ça va vous amener à des endroits où vous n'avez pas prévu. On en parlait tout à l'heure avec Abdou. Ok, le système notamment financier à Lomé, il n'est pas très actif. Ok, mais il y a quand même des investisseurs. Les investisseurs étrangers qui ont investi à Lomé, d'où ils viennent? Et ben, l'enjeu, c'est de pas leur parler et de leur demander c'est qui vos potes. Et là, vous allez voir, ah bah tiens, il y en a pas mal du Sénégal, ou il y en a pas mal du Canada, ou bien il y en a pas mal. Et là, vous allez rentrer dans des groupes d'investisseurs qui ont déjà investi au Tolo, ou bien ils ont un pote qui ont déjà investi au Tolo. Et donc, du coup, ce sera plus simple. C'est beaucoup plus simple de le faire comme ça, plutôt que de partir directement dans un autre pays, type Sénégal ou Canada ou France, en disant je vais trouver des investisseurs là-bas. Parce que s'il faut trouver des investisseurs et ensuite leur dire en fait le Tolo c'est où, bah compliqué. Ça va vous donner plus de travail. Donc voilà, partir de ce qui se fait à côté, des investisseurs qui ont déjà investi dans des boîtes à côté, que pour de l'information. Un point qui est hyper important, quand vous allez voir un investisseur, au début, vous n'allez pas lui dire je veux de l'argent, pas du tout. Ce qu'il faut dire, c'est je veux des conseils. Je veux des conseils et je veux votre avis.
Et là, vous lui montrez que vous êtes prêt à la dire. Donc là, vous lui montrez que le pitch, il est nickel, que le storytelling, il est nickel, que s'il faut, il y a une data room, que si vous avez votre objectif de dilution, etc. Et là, il va se dire, waouh, il est solide. Donc, peut-être que lui, il va vous partager à d'autres personnes, ou bien il va vous faire un feedback s'il trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas très solides. Voilà. Pour ça, je pense que c'est ouais, je pense que cette slide-là et cette partie-là, c'est un peu le plus important pour en tout cas le financement des startups. Dernier point, quelle spécificité locale, notamment ouest-africaine et notamment togolaise. Un point que je dis, que je crois, dont je suis persuadé, c'est que, et c'est encore plus le cas pour les startups togolaises, le founder est seul face au monde, donc il est parfois découragé. Ouais, ça, je suis assez d'accord, hein. C'est un long chemin solitaire d'être entrepreneur, notamment être fondateur, hein. Les co-founders sont assez isolés. Il faut un peu garder la tête haute, garder le cap et continuer, hein. Il faut être un peu entêté et ne pas lâcher. Mais en revanche, il faut vraiment être méthodique. Parce que beaucoup travailler sans méthode, enfin, en fait, le travail n'est pas une fin en soi. Le travail n'est pas une fin en soi. Donc, il faut le faire de manière méthodique, tout simplement. Et en l'occurrence, là, pour le marché togolais, je pense qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est que, en fait, il faut tout de suite avoir cette optique régionale. Il faut tout de suite avoir cette optique régionale et s'appuyer sur les personnes qui ont des expertises. Et là, je pense aux accélérateurs. Je pense aux accélérateurs qui sont littéralement là pour... hop, tu parles de méthode. Ta, 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 ta. À quel moment j'ai parlé de méthode? Tu pourrais préciser Oui, la question? ouais, bon, tu disais que il faut travailler avec méthode. Ça, je Ouais. disais, voilà, ça, je disais, par exemple, tu parles de quelle méthode, par exemple? Par exemple, quand tu parlais de identifier les fonds, là, on voit quelque chose qui est clair. Là où c'est un peu compliqué, peut-être on va peut-être revenir. Je parle à la place des fondeurs, hein, je pense. C'est que des fois, ils se retrouvent être seuls. Même s'ils sont deux ou trois, ils se retrouvent être seuls, en fait, seuls systématiquement parce qu'il n'y a pas d'entrée. Les autres aussi vont chercher de l'argent. Et il n'y a pas cette confiance, il y a cette confiance-là qui manque dans le projet. Parce qu'on se rend compte que c'est une personne qui tient le projet. Mais le souci, c'est que quoi? C'est que comme il est seul, il est par exemple, si c'est une application, la plupart ils sont des devs. Donc, il est le dev. Des fois, il est fatigué d'aller chercher des gens. En fait, c'est ça, en fait. Ce que je dis, par exemple, comment est-ce qu'il faut faire? Là où en fait, je voulais poser aussi d'autres questions. Après ça, tu réponds à l'autre là. C'est-à-dire que tu as parlé de l'équipe, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une équipe si on n'a pas d'argent? C'est-à-dire, je sais que l'argent ne peut pas tout, mais bon, voilà quoi. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une équipe? Ah, c'est là. C'est le storytelling. L'entrepreneur, c'est avant tout un sales. L'entrepreneur, c'est un sales. L'entrepreneur, c'est un mec qui te regarde droit dans les yeux, qui n'a encore rien fait et qui a un plan clair, qui a une vision. Et il partage cette vision et c'est exactement pour ça que je disais que c'est l'équipe qui fait tout. C'est l'entrepreneur. Et en fait, c'est une ou deux personnes, hein. Les fondateurs, généralement, c'est une, deux, peut-être trois, mais souvent, c'est une ou deux personnes. Et cette personne, elle doit avoir une vision et cette vision, elle doit être limpide. Et une vision limpide, d'une part, et ambitieuse, hein. Et quand quelqu'un a une vision limpide et ambitieuse, en fait, elle attrape, elle attire des personnes autour de lui. Et en fait, c'est ça, c'est les premières personnes, vous allez les recruter parce que vous avez une aura. Il faut être fédérateur. Et vraiment, les premières personnes, elles vont nécessairement prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques. Et donc, moi, je ne pense pas qu'il faille lever des fonds en étant seul et c'est tout. Je pense que c'est
Ouais, voilà. Enfin, c'est vraiment les premiers employés, il faut alors, si on met les pieds dans le plat, hein, la plupart du temps, les premières sociétés, elles se créent alors qu'on a déjà son job. Et donc, avec ton job, il y a un peu de l'argent de ton côté où tu donnes un petit peu d'argent au premier employé. Mais en fait, souvent, ce qui se passe, c'est le premier employé, les deux premiers, ils te disent, en fait, le projet, il est bon. Et j'y crois. Et donc, je peux mettre aussi des billes avec toi. Et par exemple, pacte d'associés, où vous pouvez aussi leur donner des petits pourcentages avec les BSPCE notamment. Donc, il y a des mécanismes pour les incentiver, pour leur donner des incitations à être, euh, à être dans la fusée avec vous. Mais je ne pense pas qu'il faille se dire que en fait, une des choses qu'il ne faudrait pas dire à un fonds, parce que j'ai pas d'argent. Et parce qu'en fait, si ça veut dire que vous allez avoir des gens autour de vous que à cause de l'argent ou grâce à l'argent, c'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faut que au début, il y ait une vision, c'est ça, c'est votre projet. Euh, et si vous arrivez à convaincre en fait des personnes à travailler avec vous, vous allez aussi pouvoir convaincre des fonds d'investissement à investir en vous. Et concernant la méthode, d'une part, ça, c'est un playbook qui est hyper important. Est-ce que vous avez bien identifié le secteur, qui sont les personnes dedans? Quels fonds, les noms des personnes, enfin le nom des fonds, leur stage, est-ce qu'ils sont en période d'investissement? Est-ce qu'ils ont fini d'investir? Est-ce que vous connaissez le portefeuille qu'ils ont actuellement? Est-ce que vous avez des interlocuteurs? Ensuite, est-ce que vous avez déjà ciblé? Est-ce qu'ils ont déjà fait des événements près de vous? Enfin bref, tout ce travail en amont, c'est du travail que la plupart des personnes ne font pas. Et généralement, ils vont directement envoyer un message LinkedIn ou essayer de parler directement à une personne, alors que ce n'est pas du tout le bon secteur, ce n'est pas du tout le bon stage. Donc, ce n'est pas méthodique. Et donc, c'est important de faire ce travail, ce double travail, hein, ce travail de préparation, est-ce que mon projet est prêt, et aussi ce travail de préparation de l'environnement. Et seulement après, je peux avoir cette ambition de pensée régionale. Pensée régionale, et je dis ça notamment pour des marchés qui n'ont pas un système financier, de financement qui est mature ou bien qui est compétitif comparé à ceux qui sont matures comme l'américain, par exemple. C'est important de penser régional et de s'appuyer sur des personnes qui eux-mêmes sont des relais. Je prends l'exemple et de Mina, et Mina est un bon exemple. Nous, on a pour objectif d'investir au Togo, au Bénin, en Afrique de l'Ouest de manière générale, au Côte d'Ivoire aussi. On n'a pas la prétention d'être sur place et de connaître toutes les meilleures startups. Ce serait hyper orgueilleux, ce serait hyper présomptueux de dire ça. Donc, comment on fait? On s'appuie sur des relais. Et que ce soit au Bénin, donc au Bénin, il y a des accélérateurs comme eTristars, euh, Energy Generation à Lomé. Il y a des personnes comme SeedStars qui sont présentes dans plein de pays, pour le coup en Afrique de l'Ouest. M Studio à Abidjan. En fait, il y a des acteurs qui regroupent les startups et c'est ça, ils créent des écosystèmes. Et ça, c'est à chérir. Et c'est des sources d'informations géniales. Donc là, il ne faut pas hésiter à aller mais gratter dans tous les sens. Euh, Après, avec la manière, bien sûr, mais si il y a, ça je le dis encore une fois, mais c'est hyper important, s'il y a la méthode, c'est-à-dire que si vous êtes rock solide sur votre pitch, votre storytelling, vous avez une data room claire, vous savez quoi faire, vous avez des term sheets, enfin, c'est-à-dire vous n'avez pas forcément une term sheet, mais vous savez le niveau de négociation que vous voulez atteindre. Et en plus, vous avez fait ce travail-là, franchement, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller gratter partout. Personne va vous fermer la porte. Pourquoi? Parce que vous êtes un entrepreneur qui a une vision, qui sait ce qu'il veut et qui s'est préparé. Aucun accélérateur ou écosystème autour de l'accélérateur ne pourra reprocher ça. En revanche, ce qu'il pourrait reprocher, c'est un entrepreneur qui ne sait pas trop ce qu'il veut et il arrive en disant aidez-moi. Aidez-moi, juste aidez-moi, j'ai une vision bancale et il va juste dire moi j'aimerais bien faire ça et je suis bien fort dans ça, aidez-moi. Bah, peut-être qu'ils vont le faire, mais en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent, c'est pas ce qu'il y a de plus pragmatique et c'est pas ce qu'il y a de plus méthodique.
Donc, je pense que voilà, si je devais, d'une part, j'ai pas la science infuse, hein, moi, ce que je dis là, c'est vraiment des conseils de quelqu'un qui a investi beaucoup dans des fonds, mais qui n'a pas, tu vois, j'ai pas la prétention d'avoir levé des millions d'euros ou de francs CFA avec ma startup, c'est pas encore le cas. Pour l'instant, on a levé que 150 000 euros en subvention principalement, et on est en train de lever des fonds actuellement. Donc, je suis aussi dedans, je partage mon expérience en l'occurrence, mais en tout cas, c'est ce que je vois, c'est que s'il y a de la préparation, si on sait dans quel environnement on s'adresse, en fait, les portes ne sont pas forcément toutes ouvertes, mais en tout cas, on peut se présenter partout, et c'est ça le plus important. Je vais finir sur un point, les tendances un peu actuelles. Je pense que, alors, je l'ai mis, mais j'ai hésité un peu parce que je pense qu'il faut faire attention aux tendances. Donc, en ce moment, il y a deux choses, hein. D'ailleurs, je ne l'ai même pas mis, c'est incroyable. Mais je vais vous partager une chose. C'est qu'on était avant dans une période de spray and pray en stratégie d'investissement. Euh, Spray, c'est-à-dire les fonds ils envoient un peu d'argent partout. Euh, et, euh, et ils pray, ils prient. Ils espèrent qu'il y en a certains qui vont en sortir. L'idée, c'est que maintenant, on est plus dans une spécialisation. Et donc, les fonds, ils aiment bien être spécialisés dans certains secteurs. Et donc, c'est d'autant plus important de faire ce travail d'identification de fonds. Parce que si vous avez bien identifié la structure qui est spécialisée dans votre domaine, c'est jackpot. Même si lui ne répond pas, il va probablement vous orienter vers quelqu'un qui est comme vous. Donc ça, c'est hyper important. Cette spécialisation, indirectement, elle vous facilite un peu la tâche. Ensuite, il y a tout un enjeu de impact investing et en France, en Europe, on appelle ça la double matérialité, euh, où on cherche performance financière et performance environnementale. Je pense que c'est important de l'inclure dans vos decks. Euh, L'enjeu maintenant, c'est pas uniquement de faire du cash. Alors, je vous dis ça et vous voyez, on rentre. C'est pour ça, je pense vraiment que c'est la slide la plus importante. On re-rentre dans cette partie-là. Si vous vous adressez à un fonds américain, une sorte de ciblage orienté VC. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Si vous êtes dans un fonds américain, les fonds américains, eux, ils n'ont pas de double matérialité. Eux, vous n'allez pas trop leur parler des Sustainable Development Goals, de l'ONU, etc. Non. Les Américains, eux, c'est straight to the point. C'est quoi ma performance financière? Je stéréotype, mais c'est ça. Si vous allez parler à un fonds impact français, bah là, il faut en faire des caisses sur l'impact, comment je vais être utile, les Sustainable Development Goals, donc c'est les objectifs de développement durable, etc. Donc, quand je dis impact investing, je pense que c'est important de le noter. Je pense que ce soit dans les structures d'investissement africaines ou européennes, c'est quelque chose qui est important. Dans les asiatiques et les américaines, beaucoup moins. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Peu importe votre secteur d'activité, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Ensuite, et ça c'est le tout dernier point, ce n'était pas notre sujet aujourd'hui, mais tout de même, il faut le noter, il y a des financements alternatifs qui existent. Donc là, depuis tout à l'heure, on a parlé d'equity, de fonds d'investissement qui investissent en equity dans vos sociétés. Il y a d'autres formes de financement. Revenue-based funding, donc vous allez vous baser sur vos revenus, si vous en avez, pour être financé. Il y a de la tokenisation et tous les enjeux de blockchain qui, en fait, augmentent la liquidité et l'accès à cette liquidité. Il y a notamment des blockchains comme Stellar qui sont très présentes en Afrique et qui supportent des projets. Donc là, ça dépend de si vous avez vous-même les compétences en blockchain et si votre secteur, surtout, s'y apprête. Mais ces sujets de tokenisation peuvent être importants et peuvent être intéressants pour le financement. À titre d'exemple, tout à l'heure, je disais qu'on avait un certain nombre de financements qui nous avaient été accordés. Une bonne partie venait de ces blockchains qui nous ont financés en subvention. Et enfin, la venture debt. Donc là, je ne parle pas de dette classique, c'est-à-dire aller prendre un prêt bancaire à la banque. La venture debt, c'est des acteurs financiers qui vont vous accompagner en dette, mais qui seront quand même prêts à prendre du risque avec vous comme si c'était de l'equity. Donc, on a c'est sûr de l'entre-deux, entre de la dette et de l'equity. Et donc, ça vous permet d'avoir un peu plus de marge de manœuvre que de la dette, mais tout de même, on n'est pas sur du pourcentage conséquent donné aux investisseurs. Et par ailleurs, avec Mina, donc la société que je dirige,
C'est exactement sur ce point-là sur tous ces financements alternatifs que l'on se base. Le revenu-based funding, donc vraiment sur vos revenus. Tout est tokenisé chez nous d'ailleurs, donc tous les investissements sont en blockchain tokenisés. Et on fait principalement d'ailleurs de la venture debt. Donc quand on finance des projets, notamment togolais, c'est souvent en venture debt. Donc il y a de la dette, mais derrière il y a un accord aussi pour pouvoir rentrer au capital si on veut ou non. Ou en fait c'est des accords de gré à gré pour que ça fasse sens au mieux avec la société civile. Donc voilà, j'ai fini, j'ai pas fait de dernière slide, mais j'ai fini. Je fais une 45 minutes, 50 minutes, ouais, une petite heure. Donc, c'est ce que je comptais faire. Si vous avez des questions, je suis preneur. C'était un plaisir. Je pense qu'il faut garder, en mot de la fin, je pense que faut garder en tête que c'est mon avis qui est subjectif. Vous pouvez bien sûr me contacter sur LinkedIn, Julien Gakpe, Gakpe. Parfois, je prends un peu de temps à répondre, mais avec plaisir pour répondre vraiment à tout le monde. Il n'y a vraiment aucun problème. Euh, pour les Togolais, particulièrement, je pense qu'il faut. On est sur un marché qui est petit, le marché du financement qui est petit avec peu d'acteurs. Donc, je pense que tout ce que j'ai dit là, c'est d'autant plus important pour nous parce qu'il faut qu'on soit structuré. Et en fait, cette adversité-là, ça rend les projets plus résilients quand ils réussissent. Et ça, c'est un peu la beauté du VC africain. C'est que, à l'inverse, par exemple, du VC français, européen, qui se fait financer un peu à tout va quand il y a certains buzzwords, le VC africain, il est financé avec de la vraie traction. Par exemple, souvent on a un MVP, avant d'être financé. On n'est pas financé sur un PowerPoint et sur une présentation. Et ça, c'est des choses qui sont des éléments de résilience et de pérennité pour ces projets-là. Et il faut en être conscient de ça, c'est une force. C'est une force et il faut l'entretenir et il faut en être conscient. Et donc, quand il y a un MVP, quand vous avez vos premiers utilisateurs, c'est structuration, le deck, storytelling, alimenter tout ça, montrer l'attraction potentielle. Et il faut garder en tête que globalement, au Togo, on est sur un marché. Au Togo et en fait dans toute la région, on est sur des zones à forte croissance. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, on a quasiment 10% sur certains secteurs, c'est le cas, de différence avec les taux de croissance qui sont en Europe. Donc, c'est des métriques, c'est des données qui sont intéressantes pour les fonds. Ils savent que les prochaines sources de valeur ajoutée sont sur le continent africain et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut juste être structuré et partir à la guerre. Hein. Donc voilà. Bon, merci beaucoup pour l'invitation encore une fois. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup, Julien. Bon, avant de pouvoir te poser la question, en tout cas, félicitations, hein, merci quand même. J'ai encore appris, hein, j'ai appris. Euh, disons, bon, j'écoute rarement des documentations en français qui parlent de VC. Enfin, sincèrement, je peux dire que j'ai pas, oui, j'ai pas assez écouté depuis. Donc, quand je t'écoute, ça fait sens. J'ai dit, je vois, je comprends mieux. Quand je dis mieux, c'est de prendre aussi. Donc, plutôt, je l'écoute en anglais et puis bon. Et des fois, les références, ça sort dans tous les sens, on n'arrive pas à voir, à vraiment contextualiser. Donc, et tu as parlé de croissance en Afrique. Est-ce que tu as une ressource pour ça? Parce que ce serait intéressant si tu l'as pour pouvoir faire. Parce que je pense après ça, faire un petit billet sur Substack et publier. Donc, ça, c'est Ouais. juste comme ça. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Yovo, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je pense normalement, on peut terminer maximum à 45. On avait dit 30, si Julien permet. S'il y a encore des questions, bien sûr, hein. Voilà, ah, ok. Voilà, ok. Vous êtes au stage pour poser des questions en attendant. Moi, j'ai quelques séries de questions. Je peux poser ces questions. Permettez, monsieur Yovo, je pose des questions à Julien. Quelques questions, en fait. Euh, j'avais... Oui, ah oui, voilà. Tu as parlé de, par exemple, voilà. Voilà, j'ai déjà posé la première question, c'est sur l'équipe, c'est déjà bon. Maintenant, tu as dit, on fait avant, tu as dit
comment est-ce qu'on peut savoir? Tu as dit, par exemple, ceux qui sont en early stage, c'est-à-dire, bon, que early stage est précise, il faut l'équipe, donc, et maintenant, l'avantage concurrentiel. Et comment est-ce qu'on arrive à faire ça si on manque de données? Et parce que la question m'est encore revenue quand j'ai vu Yovo écrire sortie de ciblage. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut aller sur le terrain si on suppose que notre produit n'est pas vraiment connu, en fait. Je ne sais pas comment dire ça, mais euh, euh, supposons que j'ai un projet dans la médecine, par exemple. Et Ouais. puis, comment est-ce que je peux aller sur le terrain pour pouvoir tester ce produit-là? Si, Alors, si je n'ai pas le MVP, j'ai juste un proto-figment. Comment est-ce que je peux aller tester ça et comment est-ce que je récupère les données? ça, c'est dans ce cas-là. Euh, alors, la question, c'est pas sur l'équipe, hein, c'est vraiment comment je fais pour aller sur le marché quand j'ai plus un MVP. On est d'accord, hein. J'ai pas ces études, tu disais? La question ne porte pas sur l'équipe, elle porte vraiment sur comment je fais pour aller sur le marché quand j'ai plus un MVP. Quand j'ai pas encore de Voilà. MVP. Voilà, tout à Ok. fait. Je reviens Ok. sur la question de Yovo, en fait. Voilà. Alors, dans ce cas-là, il y a plein de sociétés hein, qui sont dans cette situation-là. Pour tout vous dire, il y a des sociétés qui lèvent des dizaines, parfois même des centaines de millions de dollars sans avoir fait le moindre chiffre d'affaires. Et, bon, centaines de millions, pas sûr, mais en revanche, il y a déjà eu des dizaines de millions sans avoir le moindre produit. Des personnes qui, littéralement, sur des slides, lèvent des dizaines de millions de dollars. Deux raisons à ça. Principale, je pense pas que ce soit exhaustif. Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui arrivent à lever alors qu'ils n'ont pas de produit? Première raison, c'est souvent la plus forte, ce sont des serial entrepreneurs. Donc, ils ont déjà fait une société et en fait, les fonds d'investissement leur font confiance. Donc là, on revient à l'équipe. C'est l'équipe le plus important parce que si vous avez déjà le knowledge et les connaissances pour, euh, pour avancer, en fait, on vous fait confiance parce qu'on sait que vous l'avez déjà fait une fois. Et encore une fois, là, c'est vraiment c'est l'équipe qui fait tout. C'est-à-dire qu'une personne, juste parce qu'elle est qui elle est, elle va faire des slides et terminer, les gens ils vont lui faire confiance, ils vont envoyer des mails. Donc ça, c'est vraiment le parotisme c'est l'équipe qui compte. Deuxièmement, supposons que, bon, ça c'est quelque chose que pour quelques personnes, tout le monde n'a pas créé sa boîte, fait son exit, etc. Deuxième solution, et ça arrive souvent, tu as donné un exemple de la médecine, c'est très juste. Supposons que moi, mon produit, c'est notamment de faire un produit qui est relié à la médecine, avec les hôpitaux, etc. Et donc, nécessairement, je dois avoir plein d'agréments. Et les licences, elles prennent 2 ans à être obtenues. Du coup, je dois bien lever des fonds parce qu'il faut que je vive pendant 2 ans, mais je peux pas montrer le produit, j'ai pas de MVP. Dans ce cas-là, il faut montrer de la traction même sans produit. Et donc ça passe par études. Études, ça veut dire sondage. On va voir une personne, on lui dit, est-ce que vous avez ce problème? Si je résous ce problème avec tel produit pour tel pricing, est-ce que vous êtes intéressé? Oui, non. Et ensuite, on récolte. On récolte des données, on récolte des données, on récolte des données, on récolte des données. Le mieux, c'est de faire même un MVP avec des bouts de bois. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de réglementé, alors ça dépend. Si on est vraiment sur un marché réglementé où on ne peut pas faire, il ne faut pas faire, bien sûr. En revanche, si c'est possible de faire quelque chose de factice, on essaye pour rire, enfin pas pour rire, mais en théorie. Oui, mais là, supposons théoriquement, je vous fais ça, vous faites juste un site ou un truc, juste avec des bouts de bois, pour montrer qu'il y a de l'attraction. Et en fait, là, vous allez déjà avoir des retours utilisateurs, avoir déjà un petit retour. Là, vous vous confrontez à la réalité, et encore une fois, derrière, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet de ajuster, ce que je montrais tout à l'heure, le deck et le storytelling. Ça ajuste le deck et le storytelling. Il n'y a que ça qui compte. Euh, et voilà, c'est les deux solutions. C'est les deux solutions. Soit vous avez déjà fait quelque chose et les gens ou bien ils vous font confiance pour toutes les raisons. Soit, en fait, c'est l'épreuve du terrain et le pitch deck et de votre storytelling qui va faire la différence.
Ok, c'est clair. Merci beaucoup. Donc, Yovo, vous avez la parole. Vous pouvez poser des questions. Merci. Merci Julien pour la présentation. Je suis trop ravi parce que vous avez répondu beaucoup à mes explications déjà. Je n'ai pas trop de questions, même sur le VC et tout. Bon, je voudrais juste peut-être mettre Rafiou en confiance que la réponse que Julien a donnée, c'est la meilleure, je t'assure. D'après ma petite expérience, c'est la meilleure. J'étais très ému quand il répondait. Il est expert. Je ne le connais pas, mais il est expert dans ce qu'il a dit. Bref, bon, ma question peut-être serait pas dans le sens de ce qu'on a abordé ce soir, mais j'ai fait un petit tour sur Mina, mais je ne connaissais pas la plateforme, mais c'est ma première fois de découvrir ça. J'ai fait des petites recherches dessus, mais quand je vous ai en face, j'aimerais demander si vous pouvez me poser ça peut-être 2 minutes, ça me suffirait. Merci beaucoup. Pardon, la question sur Mina, c'était quoi? Pardon, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question sur Mina. Oui, juste une présentation, vite fait, 2 minutes. Ah ouais, Montrer ok, ouais, ouais, oui, totalement. C'est vrai que totalement, je pense, il me semble que vous êtes arrivé un peu plus tard que le début, du coup, il n'y a pas eu de présentation. Ouais, avec plaisir pour faire une présentation et merci pour le commentaire sur les réponses. Bah, c'est globalement mon métier, ce que j'aime faire depuis toujours. Donc je trouve ça top de m'y confronter vraiment. Mina, c'est, hop, je vais vous partager à l'écran, mais c'est vraiment l'histoire de c'est un peu mon histoire. Hop, ok. Je suis franco-togolais, je suis né, j'ai grandi en France, mais je viens à Togo tous les ans environ et je vais m'installer à partir de janvier 2026. Et l'idée, en fait, c'est de me dire, j'ai toujours été dans l'investissement et j'ai toujours... attendez. Ok, non, c'est bon. J'ai toujours été dans l'investissement et je me rends compte d'une chose, c'est que le marché africain n'est pas assez adressé. On n'adresse pas assez le marché africain et donc il y a des opportunités qui ne sont pas adressées. En théorie, en tout cas, hein, c'est ce qu'on apprend à l'école. euh, les capitaux sont censés affluer vers les zones qui ont les plus gros forts taux d'intérêt et qui ont les meilleurs projets. En tout cas, qui ont le plus gros potentiel de croissance. C'est ce qu'on apprend à l'école. Bon. En tout cas, dans la théorie économique. Et ben, dans les faits, c'est pas ce qui arrive. C'est pas ce qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a des barrières à l'entrée. Si je suis un riche épargnant français, eh bien, je ne vais pas forcément investir en Afrique, de manière générale, hein, et pas que au Togo, parce qu'il y a des barrières à l'entrée. Je ne sais pas comment y aller. Il y a la barrière de la langue, il y a la barrière de l'opportunité. Je ne sais pas par quelle entité y aller, etc. Dans une entité juridique aussi, est-ce que les réglementations sont les mêmes, etc. Donc, ces barrières-là, en fait, moi, je voudrais les réduire pour faciliter l'investissement en Afrique de l'Ouest. Euh, Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je suis persuadé qu'en fait, plus le temps va passer et plus, par le réchauffement climatique, mais aussi juste une question de cohésion sociale, les investissements ne devront pas être juste des investissements qui devront répondre à des critères financiers. Ils devront aussi répondre à des critères sociaux et environnementaux. C'est toute la logique de double matérialité dont je parlais tout à l'heure qui est propre à l'Europe. Les Américains et les Asiatiques sont très peu dans cette optique-là, mais je pense que la cohésion sociale quand on investit quelque part est importante. Euh, euh, à titre d'exemple, hein, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, la manière dont on traite les minéraux au Congo, bah, en fait, si on reste uniquement dans une optique de rentabilité purement financière, et ben, en fait, on a des désastres humains et écologiques qui arrivent. Enfin, le capitalisme dans lequel on est va s'accélérer, il faut qu'on trouve une alternative, il faut qu'on trouve une cohésion, quelque chose qui fait sens entre rentabilité financière et impact, pérennité dans les sociétés dans lesquelles on vit. Et donc, du coup, c'est pour ça que la suite de tout ce que je viens de dire, euh, euh, voilà. J'ai bien vu la réponse à Abdou, je te réponds après. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est intéressant. On a pensé qu'il était intéressant de créer cette plateforme qui s'appelle Mina. L'idée de la plateforme, c'est de faire, encore une fois, faciliter l'investissement en Afrique de l'Ouest. On le fait avec notamment de la blockchain en back-end, mais j'y reviendrai tout à l'heure.
Donc là, bon, on le fait à partir notamment de 400 €. L'idée, c'est qu'une personne peut, alors je vais me déconnecter pour que vous puissiez le voir, une personne peut se connecter de manière très simple ici, peut se connecter avec une adresse mail ou Gmail ou n'importe quelle adresse mail. Une fois que la personne est connectée, elle a notamment accès à des stratégies d'investissement. Donc là, on a une stratégie d'investissement qui est à Lomé, Lomé Ecovier d'ailleurs. Et en fait, c'est comme un peu un fonds d'investissement. Littéralement, dedans, il y a plusieurs projets. Il y a des projets agricoles, il y a des projets immobiliers. Et tout ça, on le package dans une seule stratégie. Et quand j'investis, en fait, j'investis avec une petite partie qui va dans chaque projet. Donc, il y a également des projets de développement où on va notamment financer des associations. Et donc, voilà. En fait, c'est un all-in-one où on favorise le développement et en même temps, on investit de manière pérenne financièrement. Donc, l'idée, c'est que on est. Donc là, on a une stratégie, mais demain, on a une nouvelle stratégie. Donc, c'est un MVP, littéralement. Ça, c'est notre MVP de 40 000 €. On a une nouvelle stratégie qui arrive d'ici fin d'année pour environ 500 000 € avec les premières personnes qui ont commit, donc qui se sont engagées. Et l'idée pour l'utilisateur, c'est de se dire qu'il a mis par exemple 400 € dans une stratégie et ensuite tout est géré de notre côté. C'est-à-dire qu'il a un dashboard sur lequel il voit les prochaines échéances, donc combien il va recevoir, quand il va le recevoir. Donc vraiment, c'est pas lui qui se soucie de la partie opérationnelle, c'est nous qui gérons. Lui, il a juste mis son argent, il va recevoir son argent plus tard. C'est comme si vous étiez une banque, en fait, et que quand vous avez un peu d'argent de côté, au lieu de prendre quelque chose qui est très risqué et d'investir dans un projet, eh bien, vous allez investir dans une stratégie et investir dans une multitude de projets pour assurer une diversification. Et donc voilà. Donc là, on est en train de revoir un peu la plateforme pour qu'elle soit un peu plus smooth, un peu plus accueillante, plus scalable. Mais donc l'idée, c'est à terme d'atteindre les 100 millions d'euros investis à fin 2027. Donc là, on a un pipe de projet d'environ 2,5 millions d'euros de dollars au Bénin, au Togo et au Ghana, un peu en Côte d'Ivoire. Et voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à investir, de continuer à créer ce pont entre l'Occident de manière générale et la région ouest africaine. Et on le fait via ces stratégies d'investissement et ces investissements qu'on propose. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais n'hésite pas si tu as des questions en plus. Ok, merci. Avec plaisir. Je vois le temps qui file. Peut-être une dernière chose pour recommander une personne. En fait, non, c'était Mina. On m'a souvent dit ça, mais non, c'est vraiment, normalement sans le H, mais c'est vraiment en référence à la langue. Et l'idée, en fait, le rationnel, c'est de se dire, on veut permettre à des personnes qui ne parlent pas Mina de faire comme s'ils parlaient Mina en ayant accès à des opportunités qui sont propres au Mina. Donc voilà, c'était ça l'idée. Mais tu peux imaginer que moi, au départ, c'est ce que moi j'avais vu. Pas Mina comme donner, mais Mina comme faites en sorte que. C'est-à-dire, faites en sorte que quelque chose arrive. Bon, faites en sorte que ce projet marche, faites en sorte que voilà, l'entrepreneur. Ouais, bon, bref. Maintenant, Ça marche aussi. Ça, j'y avais pas pensé. Ouais, maintenant, une Donner, petite question. Donner, ouais, j'avais déjà. Mais... Oui, mais une petite question. Mais par exemple, comment est-ce qu'on fait pour investir? Si je veux investir dans un projet, ça c'est un. alors. Oui, non, attends une seconde, ça c'est un. Deuxième, si par exemple tu as donné, j'ai vu une stratégie, si je donne 400 $ par exemple, comment se fait le dispatching sur tout le projet, comme tu disais? Voilà, Ouais, c'est les deux questions et puis bon, je te laisse partir. Alors, du coup, pour investir, c'est hyper simple. Ici, donc, il y a un bouton investir. Une fois que vous êtes connecté, vous êtes sur la plateforme, hop, vous pouvez investir. Et en fait, bon, là, j'ai déjà un peu avancé, mais vous pouvez avancer dans toutes les étapes vont en fait s'afficher directement ici. Et donc là, par exemple, j'ai juste à signer un contrat. Donc, je peux signer le nombre d'obligations que je veux acheter. Si j'en veux 3, par exemple, je peux signer le contrat. Et donc là, directement, je peux vraiment signer le contrat avec toutes mes informations qui sont là. Donc voilà.
Et donc là, si je signe le contrat, pouf, là, je deviens vraiment investisseur et j'ai juste à régler, à faire mon paiement et je deviens investisseur. Donc, tout est, il n'y a pas d'interaction, quasiment pas d'interaction humaine. S'il y a un problème, bien sûr, on a notre équipe qui est dispo pour réaliser les accompagnements et régler les problèmes. Mais vraiment, tout est ici. Il y a juste à appuyer sur le bouton investir et ensuite, ça se suit. Et enfin, la répartition entre chaque projet, on la détaille uniquement lorsque l'investissement est réalisé, est totalement réalisé. Donc là, on est encore en cours d'investissement, mais en gros, on le répartit à la grosse. Hein. C'est du un tiers, un tiers, un tiers. C'est vraiment très équilibré. Mon point, c'est de dire que c'est très équilibré, mais on ne partage pas le détail précis parce que justement, ça fait partie de notre job de faire de la construction de portefeuille et c'est quelque chose qu'on adapte assez fréquemment pour assurer la rentabilité du projet. Donc, c'est quelque chose qui est assez dynamique. Et donc, c'est pour ça qu'on n'aime pas le partager parce qu'en fait, ce qui est vrai un jour pourrait être un peu faux le deuxième jour et on ne voudrait pas qu'on nous dise « Ah, mais attendez, vous nous avez dit que c'était 30%, alors que là, c'est un peu moins ou un peu plus. » Donc, voilà, on garde ce dynamisme dans la répartition des investissements. Voilà. La dernière question sur la recommandation. Bon, et puis c'est bon, je Ah pense. ouais, sur la recommandation. Bah, écoute, je ne peux que, je ne sais pas si... Ah, mais non, c'est un peu facile, mais je ne peux que penser à mon compatriote Étienne de Saint-Grégoire, qui est avocat et qui est génial. Il donne beaucoup pour l'écosystème, notamment togolais, avec Bâtissons la Cité. Moi, je ne peux que le conseiller pour être un speaker. C'est cool. Bon, comme je suis en contact avec lui, je pense que je vais l'écrire aussi. Ouais, Voilà, super, voilà, tout totalement à super fait. bien. Bon, je pense Bon, que on a fait le tour. J'espère que tu as aimé quand même. ouais, c'était un C'était, plaisir. C'était un plaisir de partager. J'espère que ça va servir à des personnes. ouais, ça Euh, va servir. Encore une fois, hein, n'hésitez pas si vous voulez plus d'infos ou autre, envoyez-moi un message sur LinkedIn, je réponds et on se cale un point s'il faut. Et puis voilà. Cool. Merci beaucoup à toi, Julien. Merci à Yobo. Excellente Ouais, soirée à tous. ciao, ciao. Ciao. Ciao, bonne Yes. soirée.